C'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau Finari Talk sur l'immobilier. Bonsoir Quentin. Bonsoir Mounir. Ce soir, on va parler immobilier au sens large. On va aussi parler crowdlending qui est vraiment ta spécialité, mais pas que. Tu fais aussi de la pierre papier. Et puis surtout, tu es un entrepreneur, tu as vu plein de choses. Tu as investi à titre personnel dans l'immobilier depuis très longtemps. Donc, on va en profiter pour que tu puisses nous partager ton analyse du marché. On va aussi aborder des sujets hyper précis. La communauté Finari, elle aime quand il y a des choses il y a vraiment un os où il y a des choses à vraiment travailler. Donc, on va vraiment aller dans le détail. Avant de passer à l'immobilier, on va parler de Finari et on va parler de nos nouveautés. Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? Eh ben, on a lancé énormément d'améliorations, comme je te disais, Quentin. On a beaucoup développé de choses et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on stabilise tout ça. Donc là, ces dernières semaines, on a lancé 150 améliorations. Donc ça veut tout et rien dire, mais Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup de travail. Et donc on vous a sorti quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente. Donc en tech, on parle de commits. Donc on a fait plus de 200 commits. On a fait plus de 250 jours hommes de travail. Donc c'est comme si un développeur avait travaillé toute une année sans vacances, ce qui n'est pas trop possible en France. On a quand même beaucoup de chance sur ça. Et puis, on a passé énormément de temps à tester. Je ne sais pas si chez Community, vous aviez ce réflexe de beaucoup tester avant de lancer. J'imagine que oui, puisque vous touchez à de On a ce l'argent. réflexe, mais je pense que Finari, vous avez une culture de la tech et du produit qui est encore plus poussée que chez nous. Donc, je ne doute pas qu'il y a encore plus de boulot chez vous que chez nous sur ces sujets-là. Il y a du boulot et on a progressé. On a mis des tests automatiques, on a mis des tests manuels. Donc, vous devriez déjà sentir une grosse différence et ça va continuer parce qu'on a vraiment changé notre façon de travailler. Donc, tu vois, Trop bien. entrepreneur, c'est l'année 2022, c'est aussi l'année de la fiabilisation du produit. Quoi d'autre? On a aussi lancé notre nouvelle marque. Donc, la marque Finari reste. Par contre, on a remis un coup de propre sur ce qu'on faisait pour que ça représente ce qu'on veut construire. Et notre tagline, notre accroche, c'est construisez votre empire. Donc voilà, ça représente ce qu'on veut faire. On veut vraiment permettre à tout le monde de construire son patrimoine et vous donner les clés pour que vous puissiez réussir. Donc j'espère que le branding vous plaît. En tout cas, il est à notre image et il va continuer à se déployer sur l'app et sur web dans les mois à venir. Mais on n'a pas fait que ça. On a aussi lancé énormément de nouveautés, notamment une catégorie dédiée au crowdlending. Avant, le crowdlending était caché dans les autres actifs. Et bon, on a toujours su que c'était quelque chose d'important. Donc maintenant, il y a une catégorie dédiée. On va d'ailleurs faire des intégrations qui vont permettre de synchroniser les grandes plateformes pour que vous n'ayez plus à ajouter tous les projets, parce qu'on sait que les investisseurs de crowdlending aiment diversifier. Donc, ils ont beaucoup de projets généralement. Ça va être automatique. On a aussi fait un nouveau dashboard qui est disponible dès maintenant d'ailleurs. Donc, si vous mettez à jour l'application sur Android ou sur iOS, vous verrez le nouveau dashboard, plus de graphiques, des filtres personnalisés. La customisation, c'est quelque chose qui est très demandé. On est face à Excel. Souvent, l'expérience avant Finari, c'était d'avoir sa feuille Excel. Excel, c'est personnalisable à l'infini. Donc, on a vraiment essayé de faire quelque chose de personnalisé. Donc, c'est dispo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et enfin, on continue les intégrations. Et ça, c'est vraiment un rythme qu'on prend. Donc là, on va faire des centaines d'intégrations dans les mois à venir. Mais on a déjà intégré Lydia et aussi des banques allemandes, anglaises. Et on continue d'améliorer ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans les mois à venir? On va faire trois choses. On va faire plein de choses, mais on va faire trois choses qui sont importantes. On va faire les intégrations crowdlending, donc community, mais pas que. Il y en a plein d'autres. Il y a Bien plein sûr. d'acteurs. Tout est gentil concurrent. On va les couvrir, mais on va aussi couvrir le marché immobilier au sens large pour vraiment que vous ayez une bonne expérience et vous n'ayez pas à les ajouter manuellement. On va aussi continuer notre effort de stabilisation. Donc, c'est pas terminé. Ça se termine début février. Donc, ça continue. Et enfin, on travaille sur des nouveaux insights. Les insights, c'est une analyse qu'on fait pour identifier les opportunités qu'on voit dans le patrimoine. On va aller beaucoup plus loin sur ça et on est en train de travailler sur quelque chose qui est vraiment très innovant. Et l'idée, c'est de vous donner des clés qui sont hyper actionnables, comme on l'a fait sur les frais, comme on le fait sur les dividendes. Donc, ça arrive dans les semaines à venir. Si vous d'ailleurs participez, manifestez-vous sur la communauté. On invite toujours nos utilisateurs à tester les fonctionnalités en avant-première, à participer à notre recherche. En ce moment, on fait de la recherche sur la crypto, sur les insights. Donc, si vous voulez participer, manifestez-vous sur la communauté et l'équipe reviendra vers vous. Les sujets communauté, bon, on a un forum. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque. Je pense que c'était hyper important pour nous de créer une communauté d'investisseurs puisque un des premiers problèmes de l'investisseur, c'est l'éducation. Et une façon de s'éduquer aujourd'hui, c'est de parler avec d'autres investisseurs. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un cercle d'amis experts de la finance. Avec la communauté, on recrée ça en ligne. Et donc, les sujets qui ont passionné nos amis de la communauté, c'est est-ce qu'il faut faire encore du livret A
est-ce qu'il faut faire du fonds euro dans un environnement où le livret A paye 3%? On va payer 3%. Est-ce qu'il faut investir dans des obligations? Je pense qu'en 2021, les obligations, c'était interdit. Maintenant, ça revient à la mode. Et aussi, chaque année, nos utilisateurs partagent leurs objectifs financiers. Donc là, c'est assez marrant. Généralement, ils font le bilan, ils disent voilà ce qu'ils voulaient faire l'année dernière et voilà ce qu'ils prévoient de faire l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des objectifs. Mais c'est assez intéressant. Et quand tu parles de Finari, je me souviens pour t'avoir rencontré avant le lancement de ton projet, je fais partie, je pense, des premiers utilisateurs, en tout cas des 100 ou des 1000 premiers. C'est assez intéressant cette partie objectif. Moi, je me fixe jamais d'objectifs numéraires, mais plutôt de nombre d'investissements que je souhaite faire. Je me dis combien j'ai envie de faire d'investissement immobilier, combien j'ai envie de faire d'investissement en SCPI et dans telle classe d'actifs. Et c'est plutôt, je me dis, allez, j'en fais au moins 2 dans cette catégorie d'actifs. Et après, selon mes disponibilités, plus ou moins conséquents. Mais je me fixe chaque année quelques objectifs. Et cette année, tu peux nous partager dans les grandes lignes ce que tu t'es fixé? Contrairement, j'étais pas un grand. Les problématiques des années passées, c'était aller chercher du rendement dans un contexte compliqué. Je pense que c'est toujours la même chose. Un livret A à 3%, c'est bien, mais il y a mieux à droite ou à gauche. Donc, mon sujet, c'est toujours de dire l'effet de levier, il faut aller en chercher. Donc, je me suis dit, à minima, un investissement avec de l'effet de levier. Ça sera soit SCPI, soit dans le monde de l'investissement locatif en direct. Et après, je regarde beaucoup, et on en parlait brièvement avant, le monde du private equity. Donc, ça va être d'investir dans le monde du private equity et différents fonds de PE. Trop bien. On en reparlera. On en reparlera avec plaisir. On va continuer. Comme d'habitude, le Finari Talk, vous pouvez évidemment l'écouter en direct. C'est là où l'expérience est la plus intéressante parce que vous pouvez participer. Mais on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on met les replays et vous pouvez aussi nous écouter en podcast, en faisant du sport, la cuisine ou ce que vous voulez, au travail aussi. Donc, dès demain, ça sera disponible sur toutes les plateformes. On termine avec Finari Plus. Finari, on a un business model qui est très simple. Il n'y a pas de pub, on ne vend pas de données. Par contre, on a un abonnement qui permet de débloquer toutes les fonctionnalités. On est en train d'en développer des nouvelles. Les insights dont je vous parlais seront réservés aux membres Finari Plus. Et donc, on vous fournit un code. Donc, c'est le code FinariTalk15 pour avoir 20% sur l'abonnement. C'est comme ça qu'on finance la boîte et ça aligne nos intérêts. Si vous aimez Finari, vous vous abonnez. Si vous n'aimez pas, vous arrêtez. Mais en tout cas, nos intérêts sont alignés. Et on va aussi parler des insights. On t'a parlé tout à l'heure des données. Je te disais qu'on avait 35 milliards d'euros suivis sur la plateforme. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de données sur nos utilisateurs et on s'est dit qu'on allait partager une donnée intéressante ce soir, c'est les SCPI les plus populaires. Donc, elles sont dans ton dos, donc je vais te les partager, mais alors là, il me semble que c'est par valeur. Donc, la plus populaire sur Finari, c'est Quorum Origin, suivi de Primovi, Quorum XL. Donc ça, c'est vraiment le trio. Derrière, il y a quoi? Il y a du Pierre Santé, Épargne Pierre, Primo Pierre, LF Pierre. On aime bien Pierre dans les SCPI. Je crois que ça, c'est le Grand Paris, PFO2. Ensuite, Immorante et Quorum qui termine, qui clôture ce Orion. Quorum Orion qui est plus récente, peut-être. Oui, la SCPI amiral, c'est Quorum XL que tu as vu au début. Qui est de très loin. Historique. Qui est très loin. Et alors là, c'est intéressant parce qu'après, on a regardé. Quorum Origin qui est historique chez original. Quorum. Et après, il y a eu Quorum XL et Quorum Orion. Effectivement. Est-ce que déjà là, il y a des noms qui te surprennent ou des choses qui te... Pas tant que ça, c'est assez cohérent. On en reparlera sur les SCP. Il y a des grandes sociétés de gestion qui existent. Quorum en fait partie. On voit que Immorant appartient à Sophie. Donc, ça m'étonne pas. En tout cas, il n'y a pas de grosse surprise. Je me dis, tiens, je suis très étonné. Ok. Pour le moment. Et après, on a fait la même analyse, mais on a regardé en termes de volume. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est pas Quorum qui a en tout cas, Quorum collecte le plus, mais celle qui se retrouve dans le plus de patrimoine, c'est Primovi, suivi par Quorum XL et Épargne Pierre. Est-ce que c'est des SCPI qui sont dispo sur Homunity? Certaines d'entre elles, oui. Le monde de la SCPI est quand même très large. Il y a 210 SCPI qui existent. Et pareil, on aura l'occasion d'en reparler. Nous, on a fait le choix d'en sélectionner une dizaine sur la plateforme. Ça ne veut pas du tout dire qu'on a les meilleurs. Loin de là, en tout cas, on estime avoir en sélectionné des très bonnes, mais il y en a 2 qui sont tout aussi bonnes et qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Par contre, on a fait des arbitrages. On parlera de diversification aussi, de se dire on prend des choses différentes les unes des autres. Comme ça, si toi, tu investis chez nous et sur plusieurs SCPI, tu es sûr d'avoir des choses différentes et donc de diversifier ton risque. Donc d'avoir du commerce, de la logistique, du bureau. Tout à fait, exactement. C'est ça la logique. Trop bien.
Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que les stats sont intéressantes pour vous. Si vous voyez des SCPI que vous possédez, que vous ne retrouvez pas dans ce classement, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en tout cas, on voit vraiment ça de façon très claire. Des SCPI plus récentes comme Hiroko, par exemple, qui s'est lancé. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé de Hiroko à l'époque. Hiroko, Ça je n'existait connais pas quand tu m'en bien parlais. Gauthier Gauthier, oui. Delabrousse et effectivement, j'ai suivi de près le projet. Pareil, dans les SCPI et les sociétés de gestion qui existent, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Hiroko en fait partie. C'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux acteurs et des nouveaux entrants. Et la performance est au rendez-vous depuis maintenant 2 ans. Donc, il faut croire qu'ils font plutôt du bon boulot. C'est prometteur. En tout cas, nous, on a pas mal de clients sur Hiroko, mais évidemment, rattraper les mastodontes. Ça viendra, c'est encore un peu jeune pour qu'ils figurent dans ton top 10, mais je pense qu'ils ont fait une belle année 2022 en collectant plus de 150 millions d'euros, je crois. Donc, c'est une année super réussie pour eux. Et je doute pas qu'un jour, on le verra dans ton top 10 sans trop de problèmes. J'espère. Je leur souhaite en tout cas. On va enchaîner et on va passer au sujet, l'immobilier. Mais avant de parler de ça, on va aussi parler de toi, Quentin. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Avec plaisir. Donc, on a eu l'occasion de se croiser parce que tu es entrepreneur et moi aussi. J'ai créé ma boîte donc Homunity en 2014 avec un camarade de promo. Je venais de finir un master spécialisé entrepreneur. Et quand je me suis associé avec Arnaud de Vergy, l'idée c'était de créer une plateforme web où on allait proposer de l'investissement locatif à plusieurs en ligne sur une même plateforme. Donc ça, c'était un peu le projet sur le papier en 2014. Ça remonte, ça va faire 9 ans cette année qu'on s'est lancé dans cette aventure. On a développé plusieurs produits sur la plateforme, le crowdfunding immobilier au début, puis l'investissement locatif, puis proposer des SCPI. La vision de la plateforme, c'est être la plateforme référente de l'investissement immobilier en ligne et qu'on propose plusieurs types d'investissements. Dans notre parcours d'entrepreneur, donc j'ai créé cette société à l'âge de 24 ans. On a eu la chance et l'opportunité d'être racheté par un groupe qui s'appelle Tikeo Capital, qui est une société de gestion d'actifs alternatifs basée à Paris, mais qui est présente dans une quinzaine de pays. C'est une société qui est cotée en bourse et qui dispose et qui gère un peu plus de 35 milliards d'euros sous gestion. Donc, c'est une belle boîte. On est super content de les avoir intégrés. Et j'ai lancé une autre société, du coup, avec Tikeo Capital en septembre 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Opal Capital. Et sujet que tu connais bien aussi, qui permet à des particuliers d'avoir accès au monde du private equity et de viser des TRI de 15, 20, 25%, donc qui sont plus élevés, qui vont avec un risque nettement plus élevé. Il y a un ticket d'entrée, on en parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui est pareil, assez élevé, on parle de 100 000 euros. Mais au moins, on casse la barrière de ces très gros fonds du monde du private equity qui généralement sont accessibles dès 3, 4, 5 millions d'euros pour un particulier, ce qui est stratosphérique, en agrégeant des plus petits tickets, avec des grands guillemets, bien sûr, sur la taille du ticket. Mais donc voilà, toujours ce profil entrepreneur. J'aime beaucoup rendre accessible l'investissement au plus grand nombre. Et c'est l'occasion aussi de partager un peu son savoir sans prétention, bien évidemment, mais dire ce qu'on fait, quelle est notre analyse et comment on se comporte. Justement, ton analyse, le crowdfunding en 2014, c'était balbutiant, enfin le crowdfunding immobilier. Tout à fait. Là, l'année dernière, donc tu as fait 150 millions, non, 200 millions sur cette partie. C'est quoi ça a bien évolué. On a eu la chance d'être au tout début du marché à la fin de nos études. En fait, c'est très simple. Homunity, quand on a créé Homunity en septembre 2014, on savait qu'il y avait un enjeu réglementaire pour nous parce que ça a été régulé par l'autorité des marchés financiers en octobre 2014, donc 1 mois et demi après la création de la société. On savait que c'était un marché naissant. Il y a des inconvénients de se lancer sur un marché naissant parce que tu dois évangéliser ton marché. Et quand je parlais du crowdfunding immobilier en 2014, personne ne comprenait ce que je voulais dire. Tout le monde me disait c'est quoi ton truc, comment ça marche? Alors que l'année dernière, 2022, du coup, le crowdfunding immobilier collecte à peu près 1,3 milliard d'euros. Nous, Homunity, ça fait plusieurs années qu'on est dans le trio de tête en première, deuxième place, peu importe, mais on collecte plus de 200 millions d'euros sur ce produit. Et donc, on voit tout le chemin qu'on a parcouru, qui est génial et qui nous change bien des débuts de très jeunes start-upers qu'on a vécu en 2014. Et là, c'est quoi ton analyse pour le marché du crowdfunding immobilier en 2023? On est dans une phase où les taux remontent, il y a de l'inflation, il y a aussi une peur des investisseurs de peut-être prendre du risque. Pour être honnête, on n'a pas trop de problèmes à la collecte. Il y a toujours un vrai sujet, et c'était pareil dans notre croissance, pourquoi on n'est pas passé du jour au lendemain de 5 millions à 200 millions. C'est qu'il y a une notion d'offre et de demande. Donc la demande, disons, ce sont les investisseurs, mais l'offre, c'est les produits qu'on met sur la plateforme.
Et il y a un sujet pour nous, c'est la qualité des opérations qu'on met. L'idée, c'est d'offrir un rendement en moyenne de 9% aux investisseurs, mais il y a un risque qui va avec ce rendement. Et le but, c'est de ne pas prendre de pète ou de défaut trop vite. On voit en 8 ans, on a toujours 0 défaut, donc on est super content. Mais si demain, un exemple très simple, on devait mettre 500 millions d'euros de projet sur la plateforme, c'est sûr que la qualité ne serait pas à la hauteur du rendez-vous. C'est pour ça qu'on grandit entre guillemets doucement mais sûrement. Et au moins, on est certain d'avoir une qualité au rendez-vous jusqu'ici. Est-ce que tu vois aussi de la part des promoteurs peut-être des retards ou des difficultés à vendre des biens qui avant partaient hyper facilement parce que le marché était aussi en forte hausse? Des retards, on en a connu à partir du moment où tu étais concerné aussi, mais Covid 2020 et où l'économie s'est arrêtée pendant à minima 3 mois. On était tous confinés de mi-mars à mi-juin quasiment ou mi-mai. Les chantiers immobiliers, c'était un peu la même chose. Ils ont tous été à l'arrêt pendant 2-3 mois et ils ont repris en mode dégradé, c'est-à-dire que tu n'avais pas tous les ouvriers en même temps sur le chantier pour les raisons évidentes qu'on connaît. Donc depuis 2020, on a eu beaucoup d'opérations qui ont mis plus de temps à sortir. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes sorties. Et aussi une notion à avoir en tête, et ça concerne notre sujet derrière, c'est que l'immobilier neuf en France a une particularité qui est assez forte sur ce secteur-là, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de secteurs, l'offre est largement inférieure à la demande. Je te donne un chiffre qui date de la Fédération des promoteurs immobiliers du dernier trimestre 2022. Il y a 80 000 lots en stock en France. Et sur ces 80 000 lots, tu en as à peu près 50%, le chantier n'a même pas démarré. Tu en as 45%, le chantier en cours. Et tu n'as que 5%, c'est des lots finis. Donc, grosso modo, il y a moins de 5 000 lots neufs disponibles à l'achat. Et à l'échelle des plus de 65 millions que nous sommes, c'est ridicule. Donc, c'est ça qui est très rassurant aussi et qui fait partie des fondamentaux forts de notre marché, ce qui fait que le marché du crowdfunding immobilier se porte bien depuis quelques années grâce à l'exemple que je viens de te donner entre l'offre et la demande. Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer en crowdfunding immobilier, tu lui recommandes quelle stratégie ou quelle approche pour avoir une bonne diversification et aller chercher du rendement à 9%? La clé, mais dans ton métier comme le mien, c'est toujours la diversification. Que ça soit même, tu es bien plus calé que moi sur ces sujets, mais dans l'univers de la crypto, pareil, tu vas pas t'investir que sur un sous-jacent, que sur une typologie d'actifs. Dans le crowdfunding immobilier, c'est exactement la même chose. On va pas financer si tu as 10 000 euros à investir demain ou 100 000 euros. Prenons l'exemple de 10 000 euros. Tu vas pas investir 10 000 euros dans une opération avec un promoteur immobilier. On a la chance de faire une centaine d'opérations par an. Donc, déployer ton capital va quand même assez vite. Et tu as tout intérêt à dire, je vais prendre 10 promoteurs immobiliers, idéalement dans 5, 6, 7 zones géographiques différentes. Pourquoi pas dans des typologies d'actifs aussi différents? On fait majoritairement du logement, donc du résidentiel, mais on fait aussi de temps en temps du bureau ou des commerces. Et donc, demain, c'est vraiment de se dire, je vais faire 10 tickets à 1 000 euros avec des maturités différentes. On a du 18, du 24, du 30 mois. Et pareil, avec des niveaux de rendement un peu différents. On fait entre 7 et 10% annuels. Et comme tu l'imagines, le 10% est un peu plus risqué que ton 7%. Et le 7%, parfois, sont des acteurs qui sont cotés en bourse, qui existent depuis 20 ans, qui ont une structure extrêmement solide. Donc, c'est intéressant de diversifier aussi cette typologie d'acteurs. Et c'est quoi la place du crowdfunding dans une allocation plus globale pour un investisseur qui, je sais pas, a 500 000 euros de patrimoine? Généralement, moi, je vais avoir tendance à dire qu'il faut sortir la partie résidence principale, qui est aussi différente en fonction de ton lieu où tu habites, si tu es à Paris, en province, etc. Et de dire ensuite si les 500 000 euros, c'est ton patrimoine financier que tu t'autorises à investir. Tout dépend de ton degré de risque, mais j'aurais tendance à dire 10%, c'est bien, et c'est le maximum. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas dépasser. Et dans ces 10%, de risque? Non, de crowdfunding immobilier, pardon. Ouais, exactement. Si ton patrimoine disponible à l'investissement hors résidence principale, que je mets vraiment à part, est de 500 000 euros, tu vas avoir de l'assurance vie, tu vas avoir des actions, des obligations, de la crypto, du crowdfunding immobilier. Donc, sur ces 500 000 euros, j'irai maximum 50 000 euros de crowdfunding immobilier. Mais pareil, vu que tu vas diversifier là-dedans, si tu mets 50 000 euros, c'est une erreur, on te le déconseillera, on te dira de ne pas le faire. Mais tes 50 000 euros, par exemple, tu vas pouvoir faire 10, 15, 20 projets. Et mécaniquement, en fait, ton risque est que tu aies un sujet de défaut. Bon, on n'en a pas eu par le passé, mais on en aura sûrement un jour, ça c'est certain. Plus Homunity va grossir et grandir, on en aura, ça on est convaincu. Mais par exemple, si tu as fait 50 lignes et qu'il y a une ligne qui se passe mal, ça sera quasiment $1 pour toi. Donc, c'est ça qu'on cherche. Et c'est quoi en moyenne les
les comportements que tu vois chez les utilisateurs Omnity? Ils ont combien de projets? C'est quoi le ticket moyen? Si tu peux nous partager quelques stats. Bien sûr. Tu as plus de succès que nous là-dessus. Tu disais que tu avais 150 000 utilisateurs. On en a un peu moins. On a 100 000 utilisateurs sur la plateforme. Les comportements sont bien évidemment très différents des uns des autres. Et comme toi, le patrimoine, on en discutait juste avant, va énormément varier. Nous, on voit le ticket moyen est de l'ordre de 5 000 euros par opération. Et un utilisateur va faire en moyenne 4 opérations sur la plateforme. Donc, il a un encours moyen côté crowdfunding immobilier de l'ordre de 20 000 euros. Donc ça, c'est vraiment une moyenne des 4 projets. Ce qu'on souhaiterait demain, c'est que l'encours moyen, tant mieux s'il est toujours de 20 000 euros, mais qu'un utilisateur ne fasse pas que 4 projets ou 5 projets, qu'il en fasse plutôt 10 ou 15, encore une fois, pour diversifier son risque et avoir un portefeuille le mieux constitué possible. Et donc, il y a le crowdfunding immobilier qui est une option. Il y a aussi faire de l'immobilier dans l'ancien, en locatif, faire de la SCPI, faire du neuf. Comment tu vois ces autres parties d'immobilier et quelle place tu leur accordes? Et pour comprendre la logique en fait et la genèse, pourquoi on a fait ce choix-là, c'est qu'avec le crowdfunding immobilier, on s'est rendu compte que il y avait tout un tas de nos inscrits qui n'investissaient pas dans le crowdfunding immobilier parce que ça ne répondait pas à leurs attentes. Pour diverses raisons, très simples. Il n'y a pas d'effet de levier. Donc pour eux, l'immobilier, c'est avec de l'endettement. Donc le crowdfunding immobilier, ça n'est pas possible. C'est trop court terme. J'ai pas envie de m'embêter à placer tous les 18 mois des fonds là-dessus. Donc une fois que je prends le temps d'étudier un dossier, je veux que ça soit pour 5, 10, 15 ans, 20 ans. Et en voyant ça, en fait, ça faisait 4 ou 5 ans qu'on accumulait des demandes. On disait, désolé, on n'a que du crowdfunding immobilier, donc on va vous connecter à droite, à gauche, vous envoyer, mais on ne le faisait pas en interne. Et donc, on s'est dit, vu le savoir-faire qu'on a et qu'on a que des personnes sur Omnity qui sont passionnées par l'immobilier, on analyse tout en interne, on audite en interne et on a commencé à développer un beau réseau immobilier. On s'est dit, sur les 210 SCPI qui existent, on va en sélectionner 10 qui nous semblent le plus pertinentes possible. Et pour l'investissement locatif, pareil, on a eu la chance de financer environ un peu plus de 150 promoteurs immobiliers ou de marchands de biens. On va en prendre un certain nombre et proposer leur lot à la vente auprès de nos investisseurs. Et pareil, on va faire une sélection. C'est l'avantage en fait d'avoir un réseau, c'est de dire on va sélectionner les opportunités qui nous semblent les plus pertinentes pour nos investisseurs. Et comme ça, ils vont avoir accès à un bon LMNP, un bon Pinel, un bon investissement locatif, etc. C'est comme ça qu'on a été amené en fait à développer plusieurs produits sur la plateforme pour répondre à une demande entrante qu'on avait. Et du coup, j'imagine qu'une question qui doit beaucoup revenir, c'est la fiscalité. Si on regarde les SCPI, par exemple, il y a plusieurs façons de les détenir. D'ailleurs, je crois on a un slide sur ça. Peut-être qu'on pourra le montrer. Qu'est-ce que tu recommandes? Et est-ce que tu recommandes de faire de la SCPI à crédit versus l'acheter en direct ou alors faire du démembrement aussi? Bien sûr, en fait, non, mais c'est un vaste sujet et il n'y a pas une réponse unique. Ça va dépendre en fait déjà du profil de l'investisseur. Ma réponse sera assez différente, mine de rien, si j'ai entre guillemets un jeune diplômé en face de moi qui va faire son premier investissement, qui n'a pas du tout de patrimoine immobilier et qui n'a pas d'endettement non plus et pas sa résidence principale. Et à contrario, quelqu'un qui est déjà imposé à l'impôt sur la fortune immobilière, etc. Donc selon ce comportement-là, déjà peut-être quelqu'un qui est déjà imposé à l'impôt sur la fortune immobilière, je dirais crowdfunding immobilier, on est hors IFI et c'est la flat tax. Donc c'est un sujet, est-ce que vous en avez fait? Et deuxièmement, tu parlais du démembrement, séparer l'usufruit de la nue propriété. C'est un type d'imposition qui est différente. Pareil, il y a les SCPI européennes qui permettent d'avoir une fiscalité plus douce. Et donc, le premier sujet, en fait, avant de parler quel investissement on va faire, c'est de s'intéresser à l'investisseur en tant que tel et quel est son patrimoine. Et donc, c'est pour ça, mine de rien, on connaît tous les robo-advisors qui font tout de manière automatique. Nous, chez Community, on aime bien aussi passer un petit moment au téléphone avec la personne pour comprendre comment elle est organisée aujourd'hui, quelles sont ses attentes. Et la SCPI, typiquement, parfois, ça peut être une vraie erreur de dire j'ai 20 000 euros à investir, je vais tout investir en cash en SCPI, parce qu'on va dire peut-être qu'avec les 20 000 euros, tu aurais réussi à obtenir 80 000 euros de dette. Et du coup, tu n'aurais pas eu 20 000 euros au travail, mais 100 000 euros au travail. Et pareil, les intérêts augmentent, mais il y a une partie qui est déductible, pareil, dans la base imposable que tu vas déclarer. Donc, encore une fois, il faut s'intéresser au profil de l'investisseur et sans rentrer dans la technicité de la fiscalité. C'est la raison d'avoir des personnes en interne chez Community qui s'intéressent un peu à ta situation et qui disent, bon, toi, Mounir, à l'instant T, voici ce qu'on te conseille. Et est-ce que c'est en adéquation avec ton projet de vie ou pas? C'est aussi important. Et tu penses que la SCPI à crédit, qui était la façon la plus intéressante d'en acheter,
c'est quelque chose qui a encore un avenir avec les taux actuels? J'en suis convaincu, mais que ce soit pour la SCPI et pour l'investissement locatif en direct, ce qui est intéressant, quand j'en parle à mes parents et que tu leur parles des taux actuels, nous, on a l'impression que c'est très élevé parce que sur 12 mois glissants, on a vu ça exploser. Mais quand on prend du recul, et c'est souvent le même sujet, quand tu regardes sur 10-15 ans, on est dans des choses qui sont très normales en fait. C'était quasiment du jamais vu de s'endetter à des taux 0 ou 1%. Ça n'existait pas avant et pour autant, les gens avaient du recours à un crédit, pardon. Et il y a la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a de l'inflation. Donc, mine de rien, les loyers sont revalorisés à la hausse. L'immobilier aussi est revalorisé à la hausse et les parts de SCPI. Donc, le recours au crédit reste tout aussi pertinent que hier. Et encore une fois, c'est quel montage tu vas adopter, quel schéma fiscal tu vas viser. Et là, faut prendre du temps à l'étudier. Et justement, c'est quoi les grands schémas que tu vois où quelqu'un qui est trentenaire, qui a envie d'aller chercher de la performance pour peut-être se constituer, juste pour augmenter son patrimoine? En tout cas, pour le sujet SCPI, ce que je conseillerais assez clairement, c'est si sa capacité d'endettement lui permet, c'est d'avoir un recours à un crédit assez clairement. C'est quoi les taux que tu vois là en ce moment sur ça? Et tu arrives encore à faire financer des SCPI qui sont hors, qui ne sont pas chez les banques Non, alors ça, il y a un gros sujet, mais il ne faut pas se faire avoir, entre guillemets. Malheureusement, c'est très intéressant dans les slides que tu montrais au début, c'est qu'on n'a pas spécialement vu de SCPI détenus par des banques. Oui. C'était plutôt des experts des sociétés de gestion qui sont experts de cette thématique des SCPI. Donc ça, c'est le premier sujet. Les banques ont un métier, j'aime bien les banques et j'ai rien contre elles, mais ce n'est pas forcément les meilleurs dans la création d'une SCPI, la gestion d'une SCPI. Il y a d'autres acteurs qui sont plus performants. Et donc, j'aurais tendance à dire déjà aller chercher les bonnes SCPI et sur les 210 qui existent, faire le bon choix de la SCPI. Donc, quand vous allez voir votre banquier, généralement, il va vouloir vous vendre le produit maison, mais ce n'est pas forcément le meilleur. Donc, attention, ça peut être le cas, mais en tout cas, regardez bien. Le deuxième sujet sur le crédit, effectivement, on arrive toujours à l'obtenir. Et après, il y a différentes méthodes d'endettement. C'est est-ce que tu vas t'endetter en amortissable ou plutôt en in fine? Et encore une fois, ça va dépendre de ton profil et quel est ton objectif aujourd'hui. Est-ce que tu as une capacité d'épargne mensuelle? Est-ce que mettre 100, 200, 300 euros de côté ne va pas te poser problème? Ou au contraire, est-ce que tu souhaites t'organiser autrement et dire que tu vas rembourser le capital à terme et donc céder la SCPI ou te refinancer? C'est beaucoup d'arbitrages différents. Les taux, on les voit obtenir un crédit. Après, ça va dépendre de la durée, mais il y a 1 an, on était peut-être à 2%, ça pouvait exister. Aujourd'hui, on est mécaniquement à 3%, mais ça reste intéressant. Et la création de valeur que tu crées, on le dit beaucoup et ça se lit partout, l'effet de levier, c'est une vraie création de valeur. Donc, faut en profiter quand on a accès au crédit. Faut bien évidemment avoir en tête qu'il faut rembourser un crédit, mais une fois qu'on a ça en tête, c'est une bonne chose. Et les SCPI étrangères, il y a une histoire sur la fiscalité qui est intéressante. Est-ce que tu peux peut-être rentrer dans le détail là-dessus et comment un investisseur peut en profiter? Il y a différents types de SCPI européennes. On le voit, nous, Hominity, quand on a été racheté par le groupe Tikehau Capital, ils ont également racheté une société de gestion qui s'appelle Sofidy, qui a lancé une SCPI qui s'appelle Sofidy Europe Invest. Et l'intérêt pour la SCPI, bien évidemment, c'est d'aller chercher de la diversification, mais la fiscalité n'est pas la même, en fait. Et selon l'exposition de la SCPI au niveau européen, plus elle va être exposée hors de France, plus tu vas avoir une fiscalité réduite. Et donc, c'est ça l'intérêt. Pareil, je ne pourrais pas te donner de chiffres précis parce que ça va dépendre de la SCPI en tant que telle, mais ceux qui sont dans une optique de diminuer leur imposition et d'avoir on est quand même imposé au revenu immobilier là-dessus, de diminuer cette quote-part, les SCPI européennes, bien évidemment, sont une bonne option pour eux. Et il y a toujours cet effet de levier qui est possible. Donc, c'est intéressant de se poser la question, j'ai 20 000 euros à mettre dans une SCPI, est-ce que j'irai pas voir et obtenir un crédit? Et ça, pareil, chez Hominity, c'est notre rôle d'aller chercher le bon crédit avec le bon partenaire. Et c'est toujours malheureusement une question de réseau. C'est une fois que nous, on a trouvé les bons partenaires, c'est plus facile pour nous de t'obtenir le bon taux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, j'ai 20 000 euros justement, est-ce que c'est mon apport pour aller m'acheter un LMNP dans l'ancien pour faire un premier pas dans l'immobilier, mais je vais devoir gérer en direct ou je vais peut-être avoir des problèmes, et en plus je ne suis pas du tout diversifié, ou alors est-ce que je prends cet argent pour aller acheter une SCPI à crédit?
La question du temps que tu vas accorder à ton investissement est un vrai sujet. Moi, je l'ai vécu à titre personnel pour de l'investissement locatif. Gérer, ça prend du temps, etc. Il y a d'autres, comme toi ou moi, FinTech ou PropTech, qui se sont lancés là-dessus. Je pense à une boîte que tu connais peut-être qui s'appelle Okoro, qui s'occupe de gérer ton bien en ligne. Et je trouve ça pas mal de me dire, je fais l'investissement et la gestion, ensuite, je la délègue à un tiers. Gros avantage de la SCPI, c'est que tu n'auras même pas besoin de. Enfin, c'est eux qui gèrent tout pour toi. Donc, au moins, tu ne te poses pas la question, tu fais ton investissement et ensuite, ils le gèrent. Le sujet, pareil, nous, les LMNP qu'on va viser ou du Pinel ou autre type d'investissement, on va te trouver le gestionnaire derrière. C'est une option, bien évidemment, que tu prends et ça va te coûter un pourcentage de tes loyers que tu vas toucher. Généralement, c'est de l'ordre de 5%. Mais au moins, tu as quelqu'un qui s'en occupe pour toi si jamais tu n'as pas envie d'avoir ton locataire, etc. à gérer. Pour la question du coup de quel investissement je ferai si j'ai 20 000 euros, ça dépendra vraiment de ton profil. Si tu n'as jamais investi dans l'immobilier et que tu as une capacité d'endettement, je te dirais, va poser la question à ta banque ou on va la poser pour toi à d'autres partenaires pour voir si on peut faire de l'effet de levier. Et au contraire, si tu me dis j'ai déjà ma résidence principale, je suis bien endetté, mais j'ai 20 000 euros de disponibles, je te dirais SCPI en cash, peut-être un peu moins, mais peut-être du crowdfunding immobilier si tu n'en as pas fait. Ok. Et justement, la question RP versus faire du locatif, toi, t'es Est-ce que tu t'es as dans quel déjà camp? posé cette question dans la... Je sais que c'est un peu l'éternelle question. C'est la question éternelle, je pense. Euh, Je la- sais qu'on en avait parlé quand on s'était rencontrés. Ouais, Et mais c'est pour ça que je me souviens de ta réponse aussi. On va voir si tu as changé d'avis. Non. Ça va beaucoup dépendre déjà. Est-ce que tu habites à Paris ou en province? Et ce qu'il faut calculer, en fait, c'est ta capacité d'endettement et le rendement que tu vas pouvoir avoir si tu investis en province avec cet argent. Je donne un exemple très simple. On le voit à Lille, par exemple, avec 200 000 euros. Donc, tu as mis peut-être 20 000 euros d'apport. Tu as 200 000 euros. Tu vas réussir à avoir deux studios pour 100 000 euros. C'est 500 euros de loyer. Donc, ça va te faire un revenu de 1 000 euros. Ça, c'est ton premier sujet. C'est est-ce que demain, ta résidence principale avec 10 ou 20 000 euros d'apport à Paris, ça va peut-être être plus compliqué. Les prix sont très élevés. La moyenne, c'est de 10 000 euros le mètre carré. Donc, j'aurais tendance à dire, dans un premier temps, le plus pertinent pour toi, ça va être quand même de faire de l'effet de levier, d'aller investir en province, à Lille ou ailleurs. Et le jour où tu peux avoir ta résidence principale à Paris ou ailleurs, là, ça sera peut-être le moment de céder tes actifs et de devenir propriétaire de ta résidence principale. Donc, moi, j'ai tendance à dire, c'est pas le premier investissement impératif à faire, sachant que je l'ai vécu à titre personnel. Jeune diplômé, j'étais incapable d'acheter ma résidence principale. J'en avais ni l'apport et ni les revenus qui allaient avec étant entrepreneur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est créer une SCI avec des amis. On était quatre, trois autres camarades de promo, et on a acheté un premier appartement, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer notre patrimoine immobilier. Et justement, tu peux nous en parler de cette partie. C'est quoi votre stratégie? Pourquoi faire une SCI à ce moment-là? Et pourquoi aussi le faire à plusieurs? Là-dessus, j'étais toujours dans la notion un peu aventure. J'ai pas envie d'investir forcément tout seul, à la fois pour fêter les succès et quand c'est un échec et que c'est plus dur, c'est plus sympa aussi de fêter l'échec avec quelqu'un et de pas te retrouver tout seul. Donc c'est pour ça que même tous les investissements locatifs que j'ai fait, j'en ai jamais fait un tout seul. Donc c'est quand même Ok. assez révélateur et même j'ai eu la chance une fois que Tikeo Capital a racheté Omunity. J'ai investi dans une dizaine de startups, mais j'ai jamais investi tout seul. Je l'ai fait toujours avec mon associé historique parce que j'ai envie de vivre l'aventure déjà à deux. Ça, c'est mon premier sujet. Et après, ça allait avec la notion de diversification. Quand quand on a acheté avec cette SCI notre premier appartement, le but c'était d'en avoir assez vite quatre parce qu'on était quatre associés. Et on s'est dit, au moins, si tu as de la vacance locative sur un appartement et que tu es tout seul, ça fait un peu mal. Mais quand tu es quatre associés, bon, déjà, tu divises la douleur par 4, donc ça va. Et assez vite, on a dépassé ces fameux 4 lots. Et donc, on s'est dit, voilà, notre portefeuille, il est un peu diversifié. On avait fait 3 villes de province différentes. On avait fait la frontière suisse aussi avec les transfrontaliers qui vont travailler en Suisse. Et donc, on s'est dit, au moins, on a une diversification qui est venue beaucoup plus vite que si je l'avais fait tout seul. Et la capacité d'endettement, elle venait des individus qui constituent la SCI ou vous arriviez aussi à utiliser
c'est-à-dire les biens en collatéral ou les revenus locatifs pour augmenter ça. Ce qu'on a fait, on a commencé, donc notre premier investissement date de 2015, donc juste après création Dominici, septembre 2014, et je pense, j'ai plus le mot en tête, mais c'était avant l'été, donc peut-être juin de 2015. Là où on a fait toujours très attention, c'est que les loyers générés ont toujours dépassé le crédit mensuel qu'on avait. Donc bien évidemment, après, il peut y avoir un effet rattrapage avec la partie imposition, avec un ravalement de façade qui n'est pas prévu. Mais au moins, quand on faisait ces fameux cash flow, on était systématiquement à l'équilibre. Et donc, quand on allait revoir notre banquier l'année d'après, ça ne venait pas dégréver notre capacité d'endettement. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le deuxième, le troisième, le quatrième. J'irai pas, parce que c'est très compliqué, en tout cas à titre personnel, je ne l'ai pas forcément trouvé, à dire c'est que cash flow positif, ça me génère de l'argent. Bon, ça, je ne l'ai pas trouvé à titre personnel. Il y en a sûrement d'autres qui ont réussi, mais au moins ça s'équilibrait. Et au moins, dès que je vais voir un banquier là-dessus, je dis bah voilà, les échéances peut-être annuelles de remboursement, c'est 12 000 euros. Il y a 13 ou 14 000 euros de loyer en face, donc ça se tient étant donné qu'il y a des charges. Et c'est comme ça que le banquier te raccompagne plus facilement par la suite. Et ça, tu penses que c'était donc en 2015, c'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui avec durcissement de plein de règles, aussi des banques qui sont peut-être plus frileuses? C'est plus compliqué à trouver, ça c'est certain. Les taux sont un peu plus élevés. Le prix, mais en fait, il va y avoir des opportunités. C'est toujours ça le sujet de l'immobilier. Pourquoi on est bon au crowdfunding immobilier? C'est qu'on a accès à ce bon réseau de promoteurs immobiliers et on a ce réseau-là. Les SCPI, on a audité, fait notre sélection et on a notre petit réseau et on a accès chez elles. Et l'investissement locatif, c'est la même chose en fait. On a notre réseau de bons partenaires et en fait, avoir les bonnes opportunités, c'est vraiment ça la clé. Et donc, demain, pour un investisseur, par exemple, il y a le sujet des passoires thermiques dont tu as dû entendre parler. Donc, il va y avoir forcément des personnes qui vont devoir vendre un peu plus vite leur appartement. Et si toi, tu as l'opportunité de t'endetter, de l'acheter, de le rénover pour pouvoir le relouer derrière, c'est certain qu'il y aura des superbes opportunités cette année. Donc, il faut rester aux aguets. Tout à fait. Top. Bon, écoute, on va passer aux questions du public. On va prendre les questions de la communauté d'abord qui ont été postées en amont. Alors, Zar qui pose cette question. Est-il encore possible de faire des opérations à cash flow positif dans une grande ville? Est-ce que ça a déjà été possible? Alors, je ne connais pas Zar et je ne connais pas exactement la réponse, mais sans botter en touche de mon vécu personnel et professionnel, c'est très compliqué. Et pour moi, il ne faut pas essayer de chercher l'investissement magique ou impossible parce que tu vas un peu t'épuiser à le chercher, tu ne le trouveras potentiellement jamais. Donc, cash flow positif, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, voire ça n'existe pas. Dans une grande ville. Oui, encore moins dans une grande ville. Cash flow positif, si tu vas investir je fais n'importe quoi au fin fond de la Normandie et j'ai rien contre Saint-Benoît-des-Bertaux, mais donc on peut taper sur Google Maps Saint-Benoît-des-Bertaux. Tu vas peut-être réussir à acheter un actif qui est cash flow positif, mais le jour où ton locataire part, bon courage pour le relouer. Et donc attention à ne pas se faire avoir, à avoir une rentabilité affichée de 15%, parce qu'on le sait très bien. Et si ton Saint-Benoît-des-Bertaux, par exemple, est en croissance démographique négative, pas un dessin sur la valeur de ton actif et le prix au mètre carré va descendre et la relocation sera plus compliquée. Donc, cash flow positif, c'est très compliqué. Par contre, l'équilibre, ça se trouve et on le voit, on en a chez Community ou ailleurs, ça se trouve. Ok, trop bien. La deuxième question qu'il avait, c'était les crédits sur les SCPI. On en a déjà parlé. Donc, toi, tu dis que c'est encore possible à obtenir. Bien sûr. Mais qu'il faut quand même faut s'adresser à des professionnels, des courtiers. Nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et pareil, on n'est pas en exclusivité avec une banque précisément. On fait appel à un courtier qui va interroger 5, 6, 7 banques différentes. Et après, pareil, on ne prendra jamais le choix pour l'investisseur. On lui expose les offres. Là où on l'aide, en fait, c'est dans son processus de décision. C'est de lui dire, voilà l'intérêt de faire peut-être du in fine sur 7 ans ou de l'amortissable sur 15 ans. Voici les différences de taux que tu as et voici la création de valeur qu'il y aura. Ça, c'est notre rôle. Après, l'investisseur fait son choix comme un grand, évidemment. Trop bien. Alors, on va prendre une question aussi du public qui est encore liée au SCPI. Alors, SCPI, c'est Omaya qui pose cette question. Salut Omaya. Est-ce que vous pensez que c'est toujours intéressant avec des taux supérieurs à 4% ou faut-il attendre que les taux se rétablissent? Si votre réponse est ça dépend, merci de préciser les facteurs à regarder pour estimer si c'est un bon investissement. Alors, c'est pas forcément ça dépend. Là, en l'occurrence, c'est la meilleure réponse. Il faut prendre un tableur Excel, il faut voir quel est l'apport,
quel est le niveau d'endettement espéré, quel est le taux visé, quelle est la durée. Et ensuite, et tu connais ça aussi bien que moi, tu vas avoir tes annuités, tu vas avoir ton investissement sur 10 ans, 15 ans, et on va te dire concrètement quelle est la valeur créée. Aujourd'hui, je suis convaincu, et c'est le cas parce que à titre personnel, ma sœur l'a fait pas plus tard que le mois de décembre avec des taux plus élevés que ceux qui y a un an. Donc, si je lui ai conseillé, c'est que je considère que c'est un bon investissement. Mais quand je fais juste de manière très factuelle sur un tableau Excel ce que ça donne, elle est gagnante. Et pareil, elle, son logique, c'est pas sa résidence principale tout de suite. C'est plutôt ce genre d'investissement. Elle n'a pas envie de le gérer. Et par A plus B, de toute façon, les chiffres parlent et pour moi, et pour toi, et pour les personnes. C'est toujours que du rationnel, en fait. C'est jamais la partie affective dans l'investissement immobilier ne doit pas exister. Faut pas dire j'ai envie d'acheter tel sujet parce que je trouve l'immeuble beau ou oh, il y a des belles fenêtres, c'est lumineux. Non, c'est très factuel. C'est quoi l'historique de location? C'est quoi le rendement qui a été distribué sur les dernières années? S'il y a un gérant de SCPI ou de société de gestion, qui sont les personnes derrière? Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que tu peux nous partager cet Excel pour Avec grand plaisir. On a mis un peu de temps à le créer, mais on le partage parce que dans les simulations qu'on envoie, les gens le voient. Ok, bon ben voilà, Maya, tu auras ta réponse. On continue les questions. Benjamin veut savoir dans quel SCPI tu recommandes d'investir. Si tu veux pas citer de nom, tu peux peut-être citer des industries. Si tu veux citer des noms, n'hésite pas. Non, je peux. Après, c'est la diversification un sujet. Bien évidemment, on connaît très bien Sofidy et je préfère le dire pour la partie conflit d'intérêts qu'on pourrait croire, mais ça fait partie de l'univers Tikeo. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est un entrepreneur comme toi et moi qui a créé ça, sauf qu'il a créé ça en 1987, donc il y a 35 ans. L'historique, le track record part pour eux et ils ont créé une SCPI qui s'appelle Sofidy Europe Invest. Et la fiscalité est intéressante, donc ça j'aime bien et j'apprécie. Tu parlais tout à l'heure de Hiroko, ça fait partie de nouveaux entrants sur le marché. Comme toi, j'aime bien l'innovation et les personnes qui se lancent et je trouve que ce sont des beaux entrepreneurs, donc c'est intéressant de se poser la question et de regarder. Et encore une fois, ça va toujours être les mêmes choses. Qui est derrière la société de gestion? Quel est le track record? Quel est le rendement distribué? Sur quelle typologie d'actifs? Tu l'évoquais. Chez Community, on aime bien dire la logistique, il y a des belles choses à faire. Les centres commerciaux, il y en a qui tournent toujours très bien. Et donc, pareil, il y a des bons investissements à faire. Le monde de la santé, les résidences services seniors, les résidences étudiants. Donc, c'est plutôt ces typologies et ce genre de sous-jacent sur lequel je m'intéresse avant d'investir. Il y a un truc qui est intéressant avec les SCPI, et je trouve qu'on sent bien quand on parle, c'est que en fait, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que les SCPI, tu as un rendement qui est intéressant, mais qui va être inférieur à un investissement que tu vas faire en direct. Par contre, tu as une diversification qui est énorme, mais tu vas avoir d'autres désavantages. Et en fait, c'est un peu la vie des investissements. Et comme tu disais, il n'y a pas d'investissement parfait. Si on a envie d'investir, enfin, la SCPI, c'est quand même assez magique. Tu investis dans un fonds et tu as potentiellement des parts dans 300 biens qui sont dans toutes les villes de France, d'Europe, etc. Mais par contre, tu payes des frais que tu n'aurais pas si tu investissais en direct. En direct, tu auras d'autres problèmes. C'est exactement ce que tu dis, l'investissement magique n'existe pas. Et si toi, demain, tu as envie de faire ton propre investissement locatif, tu vas devoir aller, si c'est en province, à Reims, tu vas visiter 50 appartements, tu vas être en concurrence sur tout un tas de sujets et tu ne le feras pas, entre guillemets, rapidement. Alors que de la SCPI, tu te connectes ce soir sur une plateforme qui vend des SCPI et tu leur as fait ce soir ton investissement et il sera effectif dès demain. C'est facile. C'est un peu plus facile. C'est facile, la pierre papier. Franck veut savoir, alors on a déjà parlé, quelle part maximale réservée au crowdfunding immobilier? Tu as dit 10%, c'était ta reco. Oui, hors résidence principale. Hors résidence principale. Rémi veut savoir, y a-t-il une façon idéale de se lancer dans l'immobilier d'un coup en faisant un investissement locatif ou progressivement avec des placements comme les SCPI, le crowdlending? On en a déjà parlé, mais je pense que on n'a pas parlé du cas de l'investisseur débutant qui a peut-être pas 500 000 euros à sa disposition, mais qui a des revenus et donc qui peut aller chercher de l'endettement potentiellement. Pour se lancer dans l'investissement immobilier de manière générale, je dirais le principal déjà, c'est de comprendre dans quoi on va investir. Si une personne, de par la discussion qu'on a eue, ne comprend pas bien le crowdfunding immobilier, la SCPI, le LMNP ou autre, déjà, il faut se poser un peu plus de questions et voir où est-ce qu'on est à l'aise. C'est extrêmement important de savoir pourquoi on gagne de l'argent et si jamais on en perd aussi, de savoir pourquoi.
J'aurais tendance à dire pour un premier investissement, il faut faire quelque chose qui est, entre guillemets, à l'échelle de son patrimoine qui reste raisonnable. Le ticket d'entrée le plus faible, c'est le crowdfunding immobilier aujourd'hui, c'est 1 000 euros. J'aurais tendance à dire c'est pas mal de mettre 1 000 euros et de voir comment ça évolue, comment ça se passe. Et après, l'étape d'après, pareil, les SCPI, avec quelques milliers d'euros, on peut faire ses premiers placements. Et ce que j'invite vraiment à faire, c'est tous les mois ou tous les trimestres, vous recevez des rapports de ce dans quoi tu vas investir. Et pareil, c'est de comprendre la SCPI, elle va t'envoyer un rapport en te disant sur les 300 actifs qu'on a, il y en a 290 qui sont loués et c'est pour ça que vous percevez tant. Le crowdfunding immobilier, c'est pareil, on va dire le chantier a avancé, la pré-commercialisation est de passer de 40 à 70%, tu vas être remboursé tel jour parce que le promoteur immobilier touche sa marge. Et déjà, ça permet d'avoir des notions de l'immobilier au sens large. Et après, l'étape d'après, c'est peut-être de se lancer sur un investissement immobilier en direct et de savoir est-ce qu'on a envie de faire un investissement pour de la défiscalisation, pour atténuer sa fiscalité, ou est-ce qu'on a envie justement de préparer sa retraite et on se dit on fait un investissement locatif lambda. Et là, bien évidemment, moi j'invite, c'est une super expérience de l'exemple que je te donnais, d'aller visiter 20 appartements, de s'intéresser au track record et à la location par le passé. Est-ce qu'il a été bien loué? Est-ce que le taux de rotation est élevé? Tout genre de choses. Et encore une fois, il ne faut jamais, sauf pour sa résidence principale où l'affectif doit rentrer en jeu, il n'y a que du rationnel dans l'investissement immobilier. C'est que du rationnel, que du rationnel, que du rationnel. Tu es encore plus, j'allais dire le mot en anglais, mais orienté sur la donnée que moi, à regarder tes utilisateurs. Ce qu'ils font, c'est exactement la même chose dans l'investissement immobilier au sens large. C'est la donnée qui prime. Donc, c'est la donnée d'historique de ta SCPI, du promoteur immobilier, de ton investissement locatif, de son locataire, etc. Donc, il faut être froid, faut être vraiment dans le Il faut se servir de son tableur Excel et de voir est-ce que c'est pertinent ou pas. Ou Finari là-dessus, mais je ne sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que sur Finari, peut-être que ça sera un développement, est-ce que tu as un petit logiciel pour réussir à avoir tes cash flows futurs sur un investissement immobilier donné précis? Pas sur un investissement que tu simules, sur un investissement que tu as déjà fait. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement. Ça, c'est effectivement. Et d'ailleurs, ce que tu disais sur le tableur Excel, entre guillemets, Domunity qu'on a pour te faire des projections, c'est ça qui est aussi important pour l'investisseur. C'est bien évidemment de monitorer ses investissements passés, mais de réussir à se projeter et de voir exactement qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur son effort d'épargne mensuel, sur son niveau de vie, etc. Exactement. Et pour finir sur les questions de la communauté, Somme voulait savoir dans quel coin, justement, tu recommandes d'investir. Est-ce qu'il y a des villes, des régions particulières qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles tu as investi et tu vois un gros potentiel encore aujourd'hui? Alors, pour l'investissement, par exemple, si on parle du loueur meublé non professionnel, va y avoir, bien évidemment, c'est pertinent d'investir à côté de Lyon, à côté de Toulouse, à côté de Lille, là où il y a des gros pôles étudiants, des universités, des écoles, si jamais tu fais de la résidence étudiante. Si tu vas faire des résidences services seniors, par exemple, là, un senior, et c'est très logique, il ne va pas forcément vouloir habiter dans le centre-ville de Lyon. Ça va plutôt être quelque chose qui est bien desservi. Donc, est-ce qu'il y a une gare de train qui est proche? Est-ce qu'en voiture, c'est facilement accessible? Et c'est ça qui va, en principe, déjà te donner quelques clés sur est-ce que ton actif va être plus ou moins bien loué. Côté crowdfunding immobilier, la logique est un peu différente dans le sens où il y a le phénomène de pré-commercialisation en France qui existe. Et donc, dès qu'on intervient sur une opération, le promoteur immobilier va pré-commercialiser un certain pourcentage de ses lots avant de commencer le chantier. Donc, même si je te donnais mon exemple de Saint-Benoît-des-Bertaux avant, si l'opération est déjà pré-commercialisée à 70% et que le promoteur n'a pas mis la première pierre, même si ce n'est pas la ville qui te fait le plus rêver, force est de constater qu'il y a un succès commercial sur le sujet et que si jamais il a réussi à vendre 70%, mais son chantier n'a même pas commencé, les 30% restants seront un jeu d'enfant pour lui. Trop bien. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez, c'est quelque chose qui existe. En tout cas, nous, on l'étudie pour l'investisseur. C'est ça qui est très important. Le crowdfunding immobilier, on n'en a pas parlé, mais dans tous les projets qu'on propose sur la plateforme, on est systématiquement investisseur et community. Notre trésorerie est systématiquement allouée dans les projets. Et donc, vu qu'on est les premiers investisseurs, c'est l'alignement d'intérêt assez fort là-dessus. Et justement, on n'a pas trop parlé du crowdfunding. Moi, j'y connais rien. J'ai envie d'investir. Comment ça va se passer? J'investis dans quoi, en fait? Alors, le crowdfunding immobilier est assez simple. On va financer les fonds propres de promoteurs immobiliers. Je m'explique.
toi, quand tu achètes un appartement demain qui vaut 1 million d'euros, par exemple, la banque ne va pas te prêter 1 million d'euros, elle va te demander de mettre 200 000 euros d'apport et va te prêter les 800 000 euros restants. Le crowdfunding immobilier, c'est la même chose pour un promoteur immobilier. L'opération va lui coûter 10 millions d'euros. La banque ne va pas lui prêter 10 millions. Elle va lui dire, il vous faut 2 millions d'euros d'apport et on vous prête les 8 millions d'euros restants. Nous, on ne va jamais avoir vocation à remplacer la banque. On est vraiment au niveau des 2 millions d'euros. Donc, on demande généralement que le promoteur mette 500 000 euros dans mon exemple. Et nous, on met 1,5 million restant. Et ce qui va rémunérer nos investisseurs à hauteur de 8, 9 ou 10% annuels, c'est la marge dégagée sur l'opération. Le promoteur immobilier, l'opération lui coûte 10 millions d'euros. Il va la revendre 12 millions. Sur les 12 millions, je l'ai fait très simplement, il va garder la moitié de la marge, donc 1 million d'euros. Et sur le 1 million d'euros restant, il va rémunérer nos investisseurs et il va aussi rémunérer Homunity qui lui facture un pourcentage du montant levé. Et donc le crowdfunding immobilier aujourd'hui en France, et nous on le voit chez Homunity, c'est on accompagne des promoteurs immobiliers qui existent depuis au moins 5 ans généralement, qui sont toujours accompagnés par des banques. On n'a pas vocation à remplacer les banques, elles font très bien leur boulot là-dessus. Le permis de construire a purgé de tout recours. Il n'y a plus de risque administratif. Il y a de la pré-commercialisation, on l'évoquait, donc le risque commercial est généralement en partie derrière toi quand tu investis. Et les promoteurs qu'on accompagne, ça va de promoteurs qui font 100 logements par an, 100, 150 pour les plus petits, à plus de 1000 logements par an. Et pareil, dans les types de promoteurs, généralement, les opérateurs qu'on accompagne existent depuis 15 à 20 ans. Donc, il y a bien évidemment des exceptions. Il y en a des plus jeunes, on est très contents, qui ont 5-6 ans, mais qui ont un bon track record. Et il y a des promoteurs qui existent depuis plus de 50 ans. Donc, c'est ça qui fait le succès du crowdfunding immobilier chez nous, mais aussi chez nos confrères. Donc ça, c'est un marché qui fait plus d'1 milliard d'euros, enfin qui collecte plus d'1 milliard d'euros l'année dernière. On n'a pas le chiffre précis, mais c'est 1,3 milliard d'euros en principe pour 2022. Donc en croissance, quand on l'a connu en 2014, quand on s'est lancé, je crois que c'était 20 millions d'euros la première année. Donc ça a bien grandi. Ça a bien changé. Ouais. Ça a bien changé. Est-ce qu'on a encore d'autres questions de la communauté qui ont été posées en live? Si vous voyez des questions qui vous intéressent, vous pouvez voter pour. Sinon, vous les reposez évidemment. La question de Maya, on l'a traitée. Alors, Abdoul veut savoir, j'imagine que c'est les SCPI. Pourquoi les frais d'entrée des SCPI, sujet dont on parle sur Finaris, sont-ils si élevés? Ils sont aux alentours de 10%, enfin entre 8 et 12%. Exactement, c'est tout à fait ça. Les frais des SCPI, en fait, sont élevés pour plusieurs sujets. Un, pour rémunérer la société de gestion qui va faire le travail d'aller chercher l'actif en tant que tel. On compare souvent ça, mais il ne faut pas l'assimiler qu'à ça en disant, en fait, ça revient au même de si on paye les frais d'agence et les frais de notaire. Il ne faut pas rentrer dans oui, c'est faux, non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs avantages et bien évidemment inconvénients. On paye aussi des frais. Mais déjà, il y a un sujet, l'importance de ces frais-là. Concrètement, on ne les paye pas en l'entrée, ils sont payés à la sortie quand vous ressortez. Et en fait, ça peut prémunir d'un sujet, c'est que demain, s'il y a un retournement de l'immobilier, c'est quand même un placement sur le moyen long terme. On dit la SCPI, il ne faut pas investir dans une SCPI si tu as un horizon de placement en dessous de 8 ans. Donc, c'est si jamais, typiquement le Covid, où peut y avoir des ventes paniques, heureusement qu'il y avait ce sujet de frais, un peu de rétention, parce que sinon, potentiellement, des personnes auraient vendu à la hâte leur part de SCPI, ça aurait diminué la valeur de leur part parce que les SCPI auraient dû arbitrer leur patrimoine de manière beaucoup trop rapide par rapport au marché. Et force est de constater que l'immobilier ne s'est pas effondré. Donc en fait, c'est quand même un peu un garde-fou de se dire que vous n'allez pas permettre à 1000 particuliers de vendre du jour au lendemain leur actif. Donc ça, c'est le premier sujet. Et après, cette notion de frais, en fait, de toute façon, que vous les payez à l'entrée, au milieu ou à la sortie, il y a systématiquement des frais. Donc, il faut bien regarder aussi ça. Et c'est tout simplement là pour rémunérer la personne qui va s'occuper de faire le travail que toi et moi n'allons pas faire. Aller visiter les actifs, les entretenir, gérer le locataire qui ne veut pas payer son loyer, le sortir s'il faut. Donc, tout ça, c'est un prix. Tout ça, c'est un prix. Encore une fois, c'est le prix de la tranquillité. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste une réalité du marché. C'est vrai qu'Iroko s'est positionné sur ce segment parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui dérangeait les utilisateurs, enfin les investisseurs. Et voilà. Mais il y a des sujets, et je vais pas, on a dit beaucoup de bien de Iroko là-dessus, mais il y a aussi des frais dans la vie de la SCPI, mais qui sont totalement normaux. Il faut bien rémunérer les personnes d'Iroko. Mais comme chez Homunity, il y a des frais pour le crowdfunding immobilier. Je le dis très ouvertement, quand on collecte 1 million d'euros pour un promoteur immobilier, on lui facture en moyenne 5% du montant levé. Mais c'est que on a bien besoin de payer nos bureaux, payer nos collaborateurs. Et quand on fait des marches, c'est aussi pour développer la société et pouvoir lancer de nouveaux produits.
Mais pareil chez toi et comme chez toute société, les modèles de toute façon gratuits à 100%, on voit très bien ce que ça donne. Généralement, ça périclite au bout de 3-4 ans, ça a cramé son argent et c'est pas du tout le but. Et c'est ça qui est intéressant, les SCPI, je donnais l'exemple de Sophie, ça existe depuis 1987, les performances sont là. Et s'il y a 50 000 investisseurs chez eux actifs, c'est que ça fait ses preuves. Ça fait ses preuves. Alors, Gauthier veut savoir, connaissez-vous des apps fiables et efficaces pour de la recherche immobilier avec des filtres? Enfin, comment tu trouves des biens immobiliers, en gros? C'est quoi tes recommandations? Des apps ou des sites ou même des gens, peut-être? Non. Sur les sites, j'ai envie de dire, faut regarder, il y en a plein. Ça va de Le Bon Coin à Se Loger à d'autres qui sont spécialisés sur. J'ai pas le nom, mais si la personne veut m'envoyer sa question sur LinkedIn ou autre, je répondrai. Il y a un site, ça va m'en venir, mais qui ne propose que des biens immobiliers déjà loués. Donc ça, c'est intéressant et c'est un positionnement un peu différent. Trackstone, c'est possible? Je pensais pas à Trackstone. Je crois qu'ils font ça. Ok, ils font ça aussi. Bah, c'est par exemple, et entre autres. Après, c'est aussi un peu question de son réseau. Donc, soit nous, on peut mettre avec grand plaisir à disposition de notre réseau, mais sinon, c'est aller simplement voir ces agents immobiliers dans la zone dans laquelle on veut investir, aller voir des notaires et leur dire, voilà, moi, je recherche un actif de telle à telle taille, historiquement, qui soit potentiellement déjà loué, ça me convient très bien. Et tu vois des offres passer et tu finis par investir comme ça. C'est vrai que c'est très, on oublie un peu le côté très manuel avec Internet, mais en fait, aller voir les agents, les appeler, être dans leur fichier pour qu'ils t'appellent quand ils rentrent quelque chose. C'est super important. Ça marche encore très bien. Il est déjà 19h30, on va faire encore quelques questions si tu as encore quelques minutes. Bien sûr, bien sûr. On va prendre la question de Mathieu. Alors, faire un investissement locatif courte durée, type Airbnb, groupé avec sa résidence secondaire pour en profiter aussi en été, bonne ou mauvaise idée? Très honnêtement, j'aurais envie de botter en touche parce que je ne suis pas du tout expert là-dessus. Ma seule reco là-dessus, c'est bien de différencier l'investissement plaisir et l'investissement pour la rentabilité. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, il y a le sujet de la gestion qui va derrière. On le voit beaucoup sur des opérations nous qu'on va financer à la montagne, dans des stations de ski plutôt prestigieuses. C'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs et c'est déjà le promoteur immobilier qui propose ça. Et j'ai quelques noms à donner, mais sans faire de la pub pour un particulier. Mais Alpine Lodge, Promosis, Vala, qui sont des promoteurs immobiliers en montagne, région Rhône-Alpes. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bien évidemment construire la résidence en tant que telle, te vendre le lot, mais ils vont te dire derrière, on s'occupe de la gestion pour te générer des loyers complémentaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer d'avoir 4 semaines quand tu le souhaites dans l'année pour toi, donc 2 semaines ou 3 semaines pendant la période de ski et 1 semaine l'été. Et après, le reste de l'année, c'est nous qui allons nous occuper de toute la gestion et on va te prendre un pourcentage des loyers. Bien évidemment, rien n'est gratuit comme toujours. Et ça, c'est une bonne alternative, je trouve, de réussir à trouver ces acteurs qui t'offrent quelque chose de clé en main. Et pareil, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui les fait sur 2 lots dans sa vie. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font déjà pour des parcs de 100, 150, 200 appartements. Et c'est forcément un gage de réussite pour toi en termes de temps et d'argent généralement. Mais je retiens que tu dis quand même qu'il ne faut pas mélanger l'investissement en plaisir et l'investissement purement rentable. C'est 2 choses très différentes. C'est 2 choses très différentes. Donc je crois que là, ce que veut dire Quentin, c'est qu'il ne faut pas le faire. On va encore prendre 2 questions. Élie veut savoir, investir dans l'immobilier d'entreprise, type commerce, bureau, entrepôt, avec une SCI, comme le font les SCPI, est-ce que c'est quelque chose qu'un particulier peut faire? Bien sûr, c'est une excellente idée. Avant d'investir avec une SCI, il faut se poser la question de pourquoi on le fait à travers une SCI. Est-ce qu'on le fait avec une SCI à l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, ou une SCI transparente à l'IR, impôt sur le revenu? Et donc, j'ai envie de dire, si on se lance dans ce type d'investissement, j'aurais tendance à dire la première étape, c'est la partie fiscaliste. Pourquoi je vais choisir tel schéma plutôt qu'un autre? Et encore une fois, c'est un investissement long terme. Donc, c'est super important de dépenser un tout petit peu d'argent en phase amont, parce qu'une fois que ton investissement est réalisé, ça court pour 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc toi, tu te fais accompagner quand tu fais des sujets comme ça par avocat fiscaliste? C'est systématiquement, et ça dépend de la complexité du sujet. Par exemple, pour des sujets de SCPI, démembrement nue propriété, on a tout le savoir-faire en interne, donc on va fournir ce conseil aux clients de manière gratuite, et c'est pour ça aussi qu'on est rémunéré après par les SCPI. Par contre, si c'est des sujets un peu plus complexes, et là l'exemple qui est donné,
sur telle typologie d'actifs, je vais monter ma SCI. Déjà, est-ce que c'est une SCI familiale ou pas? Ou est-ce que je la monte avec des amis, comme j'expliquais tout à l'heure? Ça aura tellement d'impacts fiscaux que je me fais accompagner. En fait, se tromper va me coûter tellement cher pour plein de sujets que c'est le moment de pas être radin et de savoir investir au bon moment. Exactement. Encore une question. Alors, celle-là, on l'a déjà traitée. Il y en avait une au-dessus qu'on n'a pas encore, de Nicolas. Ah. On regarde les questions. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, Eric veut savoir, est-ce qu'il y a un intérêt à faire du crowdfunding immobilier dans un PEA-PME? Alors, c'est un bon sujet et c'est un sujet qui est d'actualité chez nous et qui sera bientôt révélé avec l'un de nos partenaires bancaires. C'est quelque chose qui avait été voté avec la loi Pacte en 2000. Est-ce que c'était 2019? Ouais, j'aurais dit 2019. De rendre accessible en fait les obligations du crowdfunding immobilier à travers un PEA-PME pour adoucir encore une fois la fiscalité et de la diminuer de ces fameux 30%. La raison pour laquelle ça n'a pas pris, que ce soit Showmunity ou sur les autres plateformes, c'est que les banques ne nous permettaient pas du tout de le digitaliser. Fallait envoyer de la paperasse à la main, et du coup, toutes les plateformes ont refusé, et c'est tellement chronophage, il faut que ça soit remis à jour, etc. Donc nous, Community, et ça sera officiel d'ici quelques jours, mais je ne donne pas encore le nom, on a trouvé le bon partenaire bancaire pour permettre justement de tout digitaliser, et comme ça, c'est ni lourd pour l'investisseur, ni lourd pour Unity, et ceux qui veulent investir à travers leur PEA-PME pourront le faire. Donc concrètement, ça veut dire que tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value si tu respectes certaines conditions. Et dans ton PEA-PME, en fait, c'est au niveau de la CSG-CRDS. Ouais. Les 17,2, quoi qu'il arrive, tu les paieras, mais ce sont les 12,8 pour lesquels tu seras affranchi. Et après, il y a une notion aussi de détention de ton PEA-PME, où si tu casses ton PEA-PME trop vite, tu n'auras pas le droit à cette réduction d'impôt. Par contre, de mémoire, c'est si tu vas le garder plus de 5 ans, là, tu es éligible. Oui. Donc c'est un énorme avantage. Enfin, potentiellement, c'est énorme pour un investisseur. Pour ceux toujours dans l'optimisation de sa fiscalité, c'est très intéressant. Donc nous, on est super content d'avoir réussi à se faire ce partenariat. Et encore une fois, la loi était top, mais quand un interlocuteur et une banque qui te dit pour chaque investisseur, je vais te demander de me signer 50 pages et chaque année, je vais te demander de le revaloriser un par un et signature manuscrite, etc., c'est incompatible avec notre modèle qui est très digital. Aujourd'hui, on a le bon partenaire digital pour faire ça. On est super content de l'avoir mis en place. Trop bien. Je crois que j'ai une idée, du partenaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui en ont parlé. Voilà. Et Enzo, je crois que tu as la bonne piste. Mais on va pas le dire. Écoute, ça fait plus d'une heure qu'on discute, Quentin. Donc déjà, merci d'avoir accepté de dépasser un plaisir petit peu. partagé, c'était un vrai plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose, un mot final que tu veux nous donner sur l'immobilier, le crowdfunding dont tu es vraiment expert ou un autre sujet? Un conseil à donner aux investisseurs? Non, te remercier, je suis super content. On avait dîné il y a quelques temps avec un bon copain, Simon, et tu nous parlais de ton projet Finari, donc très content de revenir dans tes beaux bureaux et de voir que c'est une réussite bien réelle, donc bravo. Et honnêtement, très fier de toi et très content pour toi. Merci. Et non, concernant l'immobilier, si j'ai un dernier conseil à donner là-dessus, c'est que c'est pas forcément un placement court terme, même si le crowdfunding immobilier est un placement court terme. Mais on se projette plutôt, faut jamais raisonner à trop court terme, c'est ça que je veux dire. On l'a vu pendant le Covid, tout le monde prévoyait la fin des personnes qui allaient habiter dans les grandes villes, tout le monde irait habiter à la montagne ou au bord de la plage, plus personne n'irait dans des bureaux. Force est de constater qu'on est dans des bureaux à l'heure actuelle et que tu as des bureaux et mes collaborateurs aussi sont dans des bureaux, que ça allait être 100% télétravail. Faut jamais réagir à trop court terme. C'est l'immobilier, c'est des tendances de fond. C'est des placements moyens, long terme, et donc faire très attention. L'exemple que je donnais au début, 2022, tout le monde disait que ça allait être une année catastrophique. Début janvier, on lit que c'est la meilleure année en termes de transactions sur les 15 ou 20 dernières années. 2022 n'a pas été catastrophique et le prix de l'immobilier ne s'est pas effondré. Pareil pendant le Covid, on disait que ça allait s'effondrer, ça ne l'est pas. Donc prendre beaucoup de recul sur tout ce qui est dit là-dessus et d'avoir sa propre conviction. Bon, excellent, on va se quitter sur ça. Merci beaucoup, Quentin, merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir participé. On espère que ça vous a plu. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Finari Talk. Merci. Très bonne soirée. À bientôt. Salut.